Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture hebdomadaire, le moment où j'essaye de faire le point sur mes lectures en cours, mes lectures achevées, mes lectures commencées, mes lectures laissées en plan, et où j'essaye de penser à partir de beaucoup trop de livres. Alors c'est une réflexion que je me fais depuis quelques semaines en pratiquant ce mode nouveau de compte-rendu de mes lectures, c'est que j'en arrive à des piles de livres qui sont plus ou moins en cours de lecture, et là encore, j'ai pas encore tout montré parce que j'ai toujours ce fameux donjon de Naheulbeuk. Je lis une bande dessinée par semaine en ce moment, peut-être que j'en lirai plus à d'autres moments quand je lirai moins d'autres livres. Bref, il y a une sorte de moment où on se sent submergé par les livres, il y en a encore plein derrière, et en même temps, on n'est pas complètement submergé. Les livres sont quelque chose qui empêche peut-être, ou qui font une sorte de digue, de barrage contre d'autres choses qui pourraient nous submerger. Alors je vais parler donc des livres qui, justement, permettent de résister à ce qui nous submerge d'un peu partout ailleurs. Et pour parler de ceci, je vais commencer par un livre que j'ai terminé il y a très peu de temps, ce matin même, qui est Coulées brunes de Olivier Manoni. Coulées brunes, comment le fascisme inonde notre langue. Et je vais commencer par lire la fin de ce livre. Livre qui analyse comment le fascisme inonde notre langue, c'est-à-dire comment les idées fascistes sont constitutives de la langue qui se transforme aujourd'hui, de la nouvelle langue d'aujourd'hui. Comment le fascisme, petit à petit, grignote la langue. Et Olivier Manoni est un spécialiste de cette question-là. Il est le traducteur de Mein Kampf d'Hitler. Il est aussi le traducteur de philosophes qui ont réfléchi sur des questions proches de ceci. Il cite notamment Peter Sloterdijk, dont il est aussi le traducteur. Donc, ce n'est pas qu'un habitué de la terrible rhétorique nazie, mais un habitué aussi de la réflexion sur ces questions-là, et à partir de la langue allemande. Mais le livre porte principalement sur la France, il porte sur les dérives dans les discours, mais aussi dans les idées, qu'il a perçues avec le mouvement des Gilets jaunes, qu'il a perçues au moment de la pandémie de Covid, qu'il perçoit de plus en plus dans le discours politique, pas seulement à l'extrême droite, même si c'est de ces endroits-là, marginaux au départ, mais de plus en plus mainstream, comme on dit, que vient au départ donc cette torsion faite à la langue, avec d'autres questions qui se posent, et au fond, quelle attitude avoir face à tout ça. L'analyse est très intéressante, elle permet de voir certaines façon de détruire la langue, de la saloper, j'ai envie de dire, pour employer un terme qui pourrait justement être celui de ceux qui utilisent cette désagrégation du langage. Voilà ce qu'il écrit, avant de lire la fin, parce qu'elle me paraît fondamentale, et peut-être ce qui peut donner un espoir. La désagrégation du langage permet sa manipulation.
Une langue dont on massacre la syntaxe, la grammaire et l'orthographe ne peut plus être un outil de réflexion rationnelle. Voilà, ça c'est un credo que j'ai envie de dire en tant que prof de français. Le langage chaotique d'Hitler dans Mein Kampf, et là, parler d'Hitler pour Olivier Manoni, ça n'est pas parler en vain, ça n'est pas faire la comparaison ad Hitlerium, comme on dit, je crois. C'est-à-dire, tout d'un coup, bon, pour clore la discussion, on dit Hitler, mais lui, il en parle en connaissance de cause. Le langage chaotique d'Hitler dans Mein Kampf, celui de Trump dans les messages de son réseau personnel Truth Social, ne sont pas, ou pas seulement, le fruit de l'incapacité de ces deux anciens ou futurs dictateurs, ou dictateurs déjà presque maintenant, avec Trump, là, le livre date pourtant de 2024, mais on voit les premiers signes de la dictature, même si certains résistent encore et il faut qu'ils le fassent. Le fruit de l'incapacité de ces deux anciens ou futurs dictateurs à formuler une pensée, ce travail de démolition souterrain ronge le dialogue démocratique, démolit et retourne comme des gants les concepts sur lesquels régnait jusqu'alors un consensus sémantique et les rend inutilisables. Il nous prive de nos moyens d'expression et le fait en prétendant nous rendre notre liberté. Et il y a des guillemets ici, et c'est ce qu'on entend dans les discours de Trump, le discours qu'il a prononcé à son investiture, est à ce niveau-là tout à fait symptomatique. On y retrouve tous les points d'ailleurs qui permettent d'identifier le fascisme dans ce discours-là. Eh bien, voilà ce qui se passe. Ce minage intellectuel produit dans le monde entier des résultats dévastateur. Le niveau d'information des citoyens français est devenu extrêmement préoccupant. Et puis ensuite, il fait une liste de croyances. 20% estimaient qu'il n'existait pas de consensus scientifique sur l'origine humaine du réchauffement climatique. 18% que la réalité du réchauffement climatique n'avait pas encore été démontrée. Et d'autres chiffres encore sur d'autres sujets qui nous montrent que la parole scientifique, parole étayée par des arguments rationnels, ne passe plus. Ou du moins, passe de moins en moins. 46% approuvaient cette phrase en France, en 2024, il y a une année, au moment où je fais cette vidéo. De nombreux gouvernements et organisations dans le monde sont contrôlés par un petit groupe de personnes influentes qui défendent leurs intérêts et utilisent les médias pour manipuler l'opinion et les masses. 46% des gens croient ça. Etc., etc. Alors que faire là contre ? Je vais lire la fin du livre, qui me semble être un plaidoyer à entendre absolument et qui va pouvoir me donner l'élan pour parler des autres livres dont on pourrait penser qu'ils sont moins utiles que celui-là, mais je ne suis pas certain. À tous les éléments que nous avons énumérés ici, confusionnisme, désarticulation du discours, haine de la science et du savoir, détestation de la culture et de ceux qui la portent, il y a un point commun, l'amour du pouvoir autoritaire et de la dictature. Rien d'étonnant si un Trump exprime son admiration pour Kim Jong-un, Zemmour pour Daesh, le même et Marine Le Pen pour Poutine. C'est la passion du pouvoir brutal qui les porte, et qui, dans le meilleur des cas, les aveugle sur sa conséquence, le chaos. Nous sommes à ce carrefour. Si nous prenons le mauvais chemin, le pire est assuré et la novlangue d'Orwell ne sera qu'une plaisanterie par rapport à ce que nous devrons subir. La montée spectaculaire des médecines énergétiques et autres naturopathes qui envahissent les plaques d'immeubles, l'arrivée annoncée d'un cursus quantique vibratoire à l'université Paul Valéry de Montpellier n'en sont que les premiers signes. La suite va vous étonner, comme le proclament les myriades d'annonces rédigées par des intelligences, et le terme est mis entre guillemets artificiel, le mot intelligence est mis entre guillemets ici, qui tentent désormais partout d'appâter et d'anesthésier l'intelligence naturelle, la nôtre. Nous devons reprendre la maîtrise de notre langue.
récuser les phrases creuses de la politique, bannir la langue inepte du marketing, récuser la fatalité de l'IA qui prétend penser à notre place, refuser qu'on nous parle d'expérience client, encore des guillemets, quand nous allons acheter une laitue, ne plus espérer un choc de savoir chaque fois que nous ouvrons un livre, ne plus admettre qu'on parle de plan social quand un groupe planétaire ultra bénéficiaire met un centre industriel à l'arrêt, une population entière au chômage et une région à l'agonie, nous ne plus accepter que des partis ressuscités des années 1930 envisagent la remigration, c'est-à-dire en clair la déportation de populations entières, refuser les mots de la haine, de l'exclusion et de l'humiliation de l'autre. Il nous faut mener un combat vital, dramatiquement urgent, pour la science, le savoir, la maîtrise de l'histoire, de la philosophie, des lettres, en un mot, pour le retour aux Lumières. Avec une majuscule, bien sûr. Tant qu'elles ne sont pas mortes dans nos cœurs et nos esprits, il n'est pas encore trop tard. Et le premier pas de ce chemin-là, c'est la réappropriation du sens véritable des mots, des phrases, des pensées qui forgent notre vie commune, la lutte contre leur dévoiement par des histrions illettrés et des apprentis dictateurs. Au bout de ce parcours, nous pourrons peut-être un jour, comme Canetti, célébrer notre langue sauvée. Voilà un plaidoyer qui me paraît extrêmement important. Sauver notre langue. Et la sauver parce qu'elle est menacée de l'intérieur et que ce n'est pas seulement par l'amour de la langue qu'il faut sauver la langue, mais par amour de la vie et de la vie bonne, de la vie pour tous, de valeurs fondamentales qui aujourd'hui sont retournées, sont souillées. Et donc, lire et lire pour essayer de comprendre ce monde-là et pour donner des mots les plus justes possibles, les plus précis, les plus sensibles à ce qui est vraiment. Et ça peut se faire de multiples manières, par plein de types d'écriture. Alors, ce plein de types d'écriture, c'est les livres que je lis en ce moment, tous les autres livres que je lis en ce moment. Alors, il y a ces livres que je lis à haute voix, dont je ne vais pas parler cette semaine, tout simplement parce que je n'ai pas pratiqué la lecture à haute voix. Je la pratique là, maintenant, ou presque pas. Il y a eu un chapitre de d'Herborance, le chapitre 5 de la deuxième partie, et ce plaisir de l'écriture de Ramu, toujours extraordinaire. Mais je n'ai pas poursuivi, mais je poursuivrai, mes regrets du Bellay ou mes antiquités de Rome, plus précisément, et mes essais de Montaigne, que je montre là en vitesse, pour en venir à d'autres lectures, faites non pas à haute voix, mais avec cette envie d'utiliser la voix haute. Et parmi les livres que j'ai terminés cette semaine, il y a donc Se coltiner grandir de Mylène Tournier. Un livre qui observe à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, et qui utilise cette forme de la poésie, tantôt en vers libre, tantôt en prose, pour dire ce que c'est que se coltiner, grandir, prendre ce qu'elle appelle des bains de ville. Dehors, les clochards rient. Ils boivent et rient. Il suffira de les rejoindre alors, pour ici cesser de pleurer. Plante un baiser sur mes lèvres en larmes, comme les bouchers enfoncent, à côté de l'étiquette prix, une rose vivante dans les quartiers de viande morte. Il pleut un peu sur le terrain de pétanque et les anciennes parties s'effacent, avec seulement le carreau parfois d'une goutte plus grosse dans la flaque.
il pleut. On dirait que quelqu'un a pleuré dans toutes les gares. Et je me figurais être moderne Pythie en haut des escalators, toute trempée devant ceux qui remontaient du métro, ignares et secs. Et l'on décidera que c'est une aventure, et assez d'aventure, de regarder la goutte tomber dans la flaque pour faire son aura d'eau, tandis que là-haut l'avion n'a rien perturbé du ciel. Qu'est-ce que ça fait du bien après la coulée brune montrée par Olivier Manoni de lire cette simplicité-là, ces mots qui ont du sens, ces mots qui disent avec la finesse du regard, la finesse du choix des mots, le monde, et puis se coltiner mourir. C'est comme ça que se termine se coltiner grandir. Et pour l'enterrement de son mari, sa femme a teint en noir la robe nuptiale. Mourir serait ne plus entendre la biscotte qu'on mange. Il marche pieds nus dans l'allée du cimetière. C'est presque l'été et un chant. Trouver par la langue comment dire le monde avec précision, ou peut-être déjà réinventer le monde. Et parmi les livres de cette semaine, le seul qui est nouveau d'ailleurs, tous les autres livres, j'en ai déjà parlé, il n'y en a qu'un qui est nouveau non pas qu'il vient de paraître, puisqu'il a quand même bien des années, ce livre-là, étant donné qu'il date de 1969, mais un livre qui est nouveau par son langage, par ce qu'il décrit. Il s'agit des guerrières de Monique Wittig, nouveau aussi par le titre, guerrières. Ces guerrières, ce ne sont pas tout à fait des guerrières, mais ce le sont un peu, et ce sont surtout des femmes. Et ce qui, sans doute, est nouveau véritablement dans ce livre-là, nouveau et tout à fait hypnotisant, j'allais dire, ou fascinant, ou surprenant pour le moins, c'est que tout est féminin dans ce monde-là. Il y a souvent dans le livre des petits paragraphes de prénoms féminins. Rosemonde, Adèle, Edmé, Déborah, Osmen, Galia, Edvokia, Abigail, Lamia, Estève, Timaretta, Sauge, Leucoté, Arlette, Mérée, Pasiphae, Carrie, Audrey. Des noms qui nous sont familiers, d'autres beaucoup moins. Et puis, la description d'une société, d'un monde féminin, avec ses légendes, avec ses coutumes, avec ce qu'il y a de profondément féminin. Il y a ce qu'on appelle des féminaires. À propos des féminaires, elles disent par exemple qu'elles ont oublié le sens d'une de leurs plaisanteries rituelles. Il s'agit de la phrase « C'est vers le soir que l'oiseau Vénus prend son vol ». Il est écrit que les lèvres des vulves ont été comparées à des ailes d'oiseaux, d'où le nom d'oiseau de Vénus qui leur a été donné. Les vulves ont été comparées à toutes sortes d'oiseaux, par exemple à des colombes, à des sansonnets, à des bengalis, à des rossignols, à des pinsons, à des hirondelles. Elles disent
qu'elles ont déterré un vieux texte où l'auteur, comparant les vulves aux hirondelles, dit qu'il n'en connaît pas qui aille mieux, ni elle l'aile si vite. Cependant, c'est vers le soir que l'oiseau de Vénus prend son vol. Elles disent qu'elles ne savent pas ce que ça veut dire. On a aussi ici des tabous qui sont allègrement franchis, mais sans provocation, quelque chose qui reste de l'ordre de la poésie. Et il y a quelque chose de profondément autre que ce que l'on lit d'habitude dans ce livre-là. Difficile à définir en cours de lecture, j'en suis à peu près à la moitié de cette lecture-là, mais je peine à y trouver des comparaisons. Alors, puisque je peine à en trouver des comparaisons, je vais encore en lire un petit extrait, parce que c'est extrêmement bien écrit. Il est question, même si en fait on n'est pas tout à fait dans la guerre, il est question quand même de deux armées. Les deux armées sont en présence. Les combattantes sont debout, immobiles, attendant l'ordre de s'ébranler. Elles tiennent dans leurs mains des cerfs-volants de la couleur de leur armée. Les uns sont rouges, les autres sont bleus. Les cerfs-volants sont stationnaires, à la verticale, alignés au-dessus des têtes. On donne les sonneries des trompettes, on attaque. C'est tout de suite une mêlée de cerfs-volants rouges et bleus, de corps rouges et bleus. Les cerfs-volants s'entrechoquent avec violence. Certains s'échappent avec un grand bruissement. Un cerf-volant rouge est immobile au-dessus de la mer. Une combattante court le long de la plage en tentant de s'en emparer. Une bande de cerfs-volants bleus s'échappe du côté des dunes. Ils sont poursuivis par des cerfs-volants rouges. On entend des rires et des chants. Quelques-unes d'entre elles, privées de leurs cerfs-volants, sont étendues au milieu du champ de bataille et saignent. Voilà qui sont ces guerrières, et voilà ces noms de femmes, ces femmes qui prennent non seulement la parole, mais qui, elles aussi, imprègnent le langage de leur présence. Et cette imprégnation-là est tellement plus belle que cette coulée brune dont il était question au début de cette vidéo. Et pour poursuivre dans mes lectures, je reviendrai sur les guerrières de Monique Wittig, que je vais évidemment poursuivre. Il y a aussi, dans mes lectures de la semaine, les chroniques et les nouvelles chroniques de San Francisco de Armistead Maupin. J'ai déjà parlé de ces chroniques de San Francisco, et il y a plusieurs volumes de celle-ci. Là, j'en suis au 2e. J'ai l'intention d'en lire 3. Du moins pour l'instant, c'est les 3 que je possède, j'en ai pas d'autres pour l'instant, et c'est pas si facile à trouver la suite, et puis peut-être qu'il sera bon de passer à autre chose. Mais j'en suis donc dans les nouvelles chroniques de San Francisco, de Armistead Maupin. Je pense que ça se dit comme ça, enfin, je le prononce à la française, même si on est à San Francisco. Et ce qui est aussi agréable dans cette lecture-là, c'est qu'elle nous montre une Amérique qui n'est pas celle qui aujourd'hui nous terrorise, qui n'est pas celle qui s'apprête à déstabiliser le monde, mais une Amérique des années 1970. Le livre date de 1980, mais les événements qui s'y passent, c'est cette fin des années 70, l'Amérique qu'on a enterré avec Jimmy Carter, c'est l'époque de sa présidence. Et on est donc du côté de San Francisco, de la Californie, de régions où, en tout cas d'une ville où il y a une
liberté extrêmement grande, liberté qui n'est pas sans ambiguïté, qui n'est pas sans souffrance de la part de ceux qui la vivent, et les pensées réactionnaires sont encore là, elles sont peut-être mises à distance par San Francisco, mais il suffit de sortir un peu de la ville pour les retrouver. Et pourtant, cette Amérique-là, c'est celle qui nous donne de l'espoir, même si elle semble très loin de nous. Parce que les personnages qu'on rencontre, il y a des homosexuels, il y a des hétérosexuels, il y a même ce qu'on découvre d'un des personnages, des transsexuels. Mais au fond, ce n'est pas ça l'essentiel. Il y a des personnages que l'on croise et petit à petit on les adopte, ils deviennent des amis et on apprend des choses sur leur vie, tout d'un coup des révélations fracassantes ou tout d'un coup des choses tout à fait surprenantes et on les voit vivre leur destin, ils ont des liens entre eux notamment parce qu'ils vivent tous chez Anna Madrigal, la femme qui est propriétaire d'un immeuble où vivent la plupart des personnages, ou en tout cas, même s'il y a des personnages qui n'y vivent pas, mais il y a des liens qui se font avec ce lieu-là. Et petit à petit, on commence à voir les failles des personnages, parce qu'on est dans un monde aussi où la drogue est omniprésente, et pas toujours pour des raisons récréatives, où la sexualité libre finalement ne l'est pas tant que ça, parce que il y a le sentiment, il y a la souffrance sentimentale que vivent des hommes hétéros, des hommes homos, des femmes, etc. Et tout ça nous parle. Tout ça aussi avec l'homophobie qui est celle, par exemple, des parents du personnage de Michael, qui est un des personnages importants, homo, qui va partir en croisière avec Mary Ann, autre personnage important de cette série, de ces chroniques de San Francisco. Ils vont partir à Acapulco, croisière, sur un navire, avec le même but, trouver un homme. L'un ou l'une des deux trouvera. L'autre, évidemment, souffrira. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi cette vie quotidienne, ces dialogues omniprésents. Par exemple, ici, Magnétisme animal, un chapitre du début donc des nouvelles chroniques de San Francisco, où on a deux personnages importants de l'histoire, Madame Madrigal, la logeuse, et Brian qui est un hétéro, mais qui a tout autant de difficultés dans sa vie sentimentale et sexuelle que les homos, que les femmes. Il y a des scènes où, à la fenêtre, il y a une sorte de relation à distance avec une femme d'un autre immeuble. Alors, là où j'en suis, il se passe quelque chose justement, mais ça va sans doute se poursuivre, donc je ne sais pas comment tout ça va se terminer. Mais là, il parle donc avec Madame Madrigal. Certains boivent pour oublier, dit Madame Madrigal en se prélassant au soleil dans la cour, mais personnellement je fume pour me souvenir. Elle prit une bouffée de son joint colombien et le tendit à Brian. Du genre, demanda-t-il. Oh, les anciens amants, les voyages en train, le goût du Coca-Cola quand j'étais môme, l'herbe, c'est merveilleux, c'est sentimental, c'est un produit complètement Reader's Digest. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi les petits bourgeois n'aiment pas ça. Brian sourit et étendit ses jambes sur son drap de bain. Ça fait longtemps que vous fumez ? Non, pas selon mes critères, oh, je dirais depuis que tu étais ado, probablement. Ça ne fait pas longtemps.
Elle sourit. J'étais sûr que tu répondrais ça. Vous vous rappelez votre première fois? Non, mais la troisième, si. La première fois, ça ne vous a rien fait? Si, ça a marché, gloussa-t-elle. Tu ne détestes pas les gens qui disent ça. Elle prit une voix de ménagère dans le cou. Les enfants ont absolument tenu à ce que je fume de l'herbe, alors j'ai essayé. Madge, et ça ne m'a rien fait du tout. Brian éclata de rire et dit « Mais c'est vrai, parfois, la première fois que j'ai fumé, ça ne m'a rien fait. » « Et alors ?» fit madame Madrigal en haussant les épaules. « La première fois qu'on couche, ça ne fait rien non plus. Mais c'est quand même la première fois. Ça ne suffit pas ?»« Sans doute que si. Il n'y a rien qui fasse autant décoller que la première fois. Rien. » « J'ai comme dans l'idée que vous avez eu des tas de premières fois, Amy Brian. Ça a toujours été mon cas. Mais là, tu changes de sujet. » « Excusez-moi, je suis pété. J'allais te parler de ma troisième fois. Ah oui, la troisième fois, commença madame Madrigal en rajustant les manches de son kimono, a eu lieu aux zoo de San Francisco, juste après l'assassinat de Bobby Kennedy. Mauvais trip alors? Non, je veux dire, je n'ai pas fumé à cause de ça. Il venait d'être assassiné, c'est tout. Enfin, toujours est-il que je connaissais un charmant petit monsieur qui était chargé de s'occuper des singes. En fait, le mot est mal choisi. Disons plutôt qu'il ressemblait à ces singes. Il avait des bras plutôt longs, il était très poilu et les singes l'adoraient. Je l'adorais moi aussi, c'était un merveilleux joueur de backgammon. Quoi qu'il en soit, ce jour-là, nous avons eu une longue et très agréable conversation dans l'espèce d'allée qui conduisait au quartier des gorilles, jusqu'à la cage où ils ont l'habitude de se branler en public. Brian gloussa, madame Madrigal leva un sourcil. « Eh bien, ce n'est pas à cela que servent les zoos ? Pourquoi les gens iraient-ils voir les gorilles sinon ? » Je vois ce que vous voulez dire. Donc, nous étions là-dedans, debout dans l'allée, en train de bavarder gentiment, quand une imposante dame gorille est arrivée en trottinant pour se joindre à nous. Elle s'est plantée à côté de mon ami employé du zoo, et elle lui a passé un bras autour de l'épaule, comme une vieille copine. À ce moment-là, le type a fait « Oh, j'allais oublier !» Et il a sorti un joint de sa poche de chemise, il l'a allumé, et en a pris une petite bouffée, elle a tendu au gorille. Voilà le genre d'histoire qu'on lit. Il y a beaucoup d'humour aussi dans cette histoire-là, mais un humour tendre, un humour fin, qui là aussi est très loin de ce langage alourdi qu'on entend aujourd'hui dans le même pays, même si la Californie, malgré les malheurs qui la touchent en ce moment, fait peut-être figure de résistance. Continuons dans nos lectures du moment. Je vais donc continuer à lire ces chroniques de San Francisco avec plaisir. Parmi les livres que j'ai terminés, il y a aussi Terra Alta de Javier Cercas. Là aussi, c'est une trilogie espagnole. Alors, on est dans un roman policier ici. Un roman policier qui m'a plu parce que il raconte non seulement une énigme, une affaire policière, mais il raconte aussi de manière très profonde le personnage de Melchor, le policier qui n'a pas toujours été policier. En plus de ceci, le personnage principal aime la littérature. Il a lu et relu Les Misérables de Victor Hugo, se prenant pour le policier Javert, mais il va changer peut-être d'opinion sur Javert, et puis il appelle sa fille Cosette, et bon, il lui arrive beaucoup de malheur à ce pauvre policier. Il y a une affaire assez glauque qui a lieu de l'assassinat d'un couple de personnes très âgées qui sont les propriétaires d'une entreprise qui fait vivre un peu toute cette région de Terra Alta, quelque part en Catalogne, mais déjà loin de Barcelone, où se passent pourtant des scènes assez extraordinaires. Je ne vais pas raconter grand-chose de cette histoire-là. Un polar, un policier, ça se raconte pas. Sinon, on risque de mettre les pieds dans le plat. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est aussi tous les liens qui sont esquissés, surtout à la fin, avec le passé,
guerre civile notamment, qui réapparaît, qui n'en finit pas d'hanter les mémoires en Espagne. Et là aussi, il y a une suite, ou même deux suites, que je vais m'empresser d'aller emprunter à la bibliothèque. J'espère qu'elles sont disponibles. Il y a ensuite Indépendant, c'est le château de Barbe Bleue. On va entrer dans des mondes où on se torture, où il y a une grande violence, où les plus proches meurent, et donc où aussi on s'acharne à retrouver la réalité. Le personnage de Melkor dans Terra Alta est un personnage qui refuse qu'on déclare certaines affaires terminées. Il y a notamment une affaire qui n'est pas résolue, peut-être le sera-t-elle dans les prochains, qui est l'assassinat de sa propre mère. Voilà. Donc une lecture, là aussi je reviendrai sur Javier Cercas, Terra Alta, et sur la suite que je m'apprête à lire aussi. On se rapproche de la fin de mes lectures du moment. J'ai pas grand-chose à dire sur la Pléiade Albert Camus, tout simplement parce que ce que j'ai lu, c'est une sorte d'intermède. Ce que j'ai lu cette semaine, c'est appelé méditerranéenne ou politique et culture méditerranéenne dans la Pléiade des essais de Camus, qui donne quelques indications sur la vie de Camus avant qu'il quitte l'Algérie, et qui donne quelques textes à la fois politiques. Lorsqu'il était membre du Parti communiste, ça n'a pas duré très longtemps, puis aussi un manifeste des intellectuels d'Algérie en faveur du projet Violette, qui est un projet, je crois, qui a pour but de relier les différents peuples vivant en Algérie, et puis aussi la fondation d'une revue appelée Rivage, revue de culture méditerranéenne. Et donc on a ici le Camus de la Méditerranée, le Camus qui aime ce coin de terre qui est le sien, ce coin de mer aussi. Il y a même une chanson, La maison devant le monde. Alors je ne sais pas s'il y a une musique qui a été faite là-dessus, si c'est le cas, je l'ignore. J'avais des camarades, une maison devant le monde, dans le matin et le soir immense, la journée tournait ronde autour de notre silence. Là où s'arrête un monde, prend naissance une amitié, désir têtu de transparence qui définit la liberté. Notre maison avance. Mais, dans tout le ciel bleu, le monde rit indifférent. Camarades de quelques heures, la vie est un sourire errant, miracle d'aimer ce qui meurt. Miracle d'aimer ce qui meurt. Là, c'est très camusien, ça. Aimer ce qui meurt. Mais je reviendrai à Camus. Le prochain livre que je vais entamer, c'est Noces, qui justement renvoie à l'été à Alger, notamment au désert, à ces lieux-là. Et puis, pour terminer, j'ai lu un tome du donjon de Nahulbeuk. Toujours aussi drôle, cette histoire de faux aventuriers, de vrais faux aventuriers ou d'aventuriers un peu boiteux. Là, vous avez un barbare, mais qui est content parce qu'on se massacre allègrement, sans trop savoir pourquoi. Et puis, bon, il s'agit là aussi de résoudre certains problèmes. Il y a aussi des personnages qui meurent, donc tout n'est pas si drôle que ça dans cette histoire-là. Mais bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais tout simplement, quand même, il y a à la fois de l'aventure, des personnages qui se trouvent mis en cage par d'autres, et puis ils vont être sauvés par leurs amis, qui ne sont pas tout à fait des amis, et puis tout d'un coup débarquent
Ça, c'était une prophétie annoncée dans le volume précédent, des girafes. Et bref, on est dans l'imagination débridée, on est dans le plaisir de raconter des histoires et de se laisser aller à ce simple plaisir d'inventer. Et ça aussi, c'est une manière pour la langue et pour le dessin, de donner des choses qui enrichissent cette langue-là. Et donc, face à la coulée brune que j'évoquais dans le premier livre dont j'ai parlé aujourd'hui, tout le reste, c'est un moyen de lutter intérieurement, puis en parlant, c'est ce que je fais ici, de tenter de lutter vers l'extérieur et de donner l'envie à d'autres d'aller se plonger selon leur goût, selon leurs envies, dans des romans policiers comme Terra Alta, dans les chroniques de San Francisco, dans les guerrières de Monique Wittig, dans Mylène Tournier, dans Albert Camus, bref. L'éventail est large et la lecture plus nécessaire que jamais.